n'appartient à personne, ni à un milliardaire quel qu'il soit, ni à une puissance étrangère, ni à un parti politique. TVL, c'est l'indépendance au service de votre information. Cette liberté, c'est aussi ce qui met une cible sur notre dos. Parce que nous ne sommes pas corruptibles. Pas de chantage à la subvention, pas de copinage, pas de pantouflage. Le système n'a pas de prise pour nous faire rentrer dans le rang. Alors il veut nous ostraciser et puis nous ruiner pour que seuls survivent les médias labellisés. Ils nous ont déjà frappés partout, sur les réseaux sociaux, sur nos comptes bancaires, sur notre chaîne YouTube. Et ils continuent. Et ils continueront. Ils ont un agenda. Ils veulent nous mettre à terre avant les prochaines grandes échéances. Mais avec votre soutien, je le sais, nous tiendrons grâce à votre don. Nous continuerons de les gêner et nous grandirons encore ensemble. Le compte à rebours a commencé. Alors je compte sur vous dès maintenant. L'État français doit vaincre, et c'est une guerre. C'est le camp du mal, c'est le camp de l'économie criminelle. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee pour maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Vous pouvez aussi devenir membre de notre chaîne et avoir accès à du contenu exclusif. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Alors, une émission aujourd'hui où nous allons parler de guerre, mais pas la guerre conventionnelle avec des soldats en armes, mais de la guerre économique, où on se rend compte aujourd'hui avec le président Trump à la Maison-Blanche que cette guerre est vraiment violente, agressive, entre États, entre nations, entre blocs, et que le mot guerre n'est pas galvaudé. Alors, pour aller plus loin dans cette réflexion, vous avez invité votre ami, Christian Arbulot, tout à fait. Qui a créé l'école de guerre économique il y a plus de 25 ans. On va développer avec Christian un certain nombre de choses. Mais on va pouvoir certainement, avec Christian Arbulot, développer et analyser la situation actuelle et peut-être se poser la question, la France est-elle en mesure de répondre à ce conflit majeur aujourd'hui sur plan économique, industriel, politique et financier? Tout à fait. Et enfin, voilà plein de problèmes sur lesquels on pourra parler. Oui, effectivement, j'ai demandé à mon ami Christian Arbulot de venir parce que je pense que les thèmes actuels que vous venez d'évoquer, s'il y a une personne qui peut en France en parler, parce que ça fait des années qu'il laboure et pas toujours avec l'écoute de tout le monde dans ce domaine, c'est bien Christian Arbulot. Alors, juste avant de commencer ça, je voulais aussi dire pour nos auditeurs que on vient de perdre, à la suite d'une longue maladie, un personnage, un homme, qui avait beaucoup écrit sur la guerre en général, mais là, il y avait beaucoup les considérations de guerre de libération, de guerre indépendante, mais qui avait beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Gérard Chaliand. Et Chaliand est quelqu'un qui a, pour moi en tout cas, quelqu'un qui a été un des rares à essayer de comprendre le dessous des cartes dans toutes les guerres qui se sont passées, c'est-à-dire pas seulement les guerres, je dirais, frontales comme celle de l'Ukraine, mais également toutes les guerres subversives et autres, où il a écrit des livres tout à fait remarquables et il connaissait parfaitement son sujet. Il n'a pas de remplaçant pour l'instant. Il n'a pas de remplaçant, voilà, c'est ça, c'est un problème. Alors, je reviens quand même, bien entendu, au sujet de ce jour. Et alors, quand Christian a créé l'école de guerre économique, avec le général Pichot-Duclos, c'est les pères de cette école qui est maintenant une réussite reconnue au niveau mondial, hein, puisque tout le monde fait référence à cette école. Ils étaient partis, et toi en particulier, tu étais parti sur les rapports de puissance entre les États. Et à l'époque, les gens disaient, mais c'est pas sérieux, qu'est-ce que c'est que ces élucubrations et autres. Bon. Et puis on s'aperçoit que c'est pourtant bien ce qui se passe. Et le président Trump en est une merveilleuse démonstration du rapport de puissance. On sort des théories fumeuses, je vous aime ou je t'aime moi non plus, pour être là carrément dans le cash, et en disant, Alors on va parler de ça bien entendu, mais avant, je voudrais quand même, Christian, parce qu'après avoir lancé le GE, développé le GE avec la Russie qu'on connaît, depuis quelque temps, tu t'es lancé sur une autre, enfin complémentairement, puisque ça dépend de l'EGE, sur un centre de recherche et qui est en train justement d'explorer,
plein de choses, et on pourra l'évoquer certainement dans la discussion d'aujourd'hui, dans tous ces domaines qui nous intéressent. Oui, alors la création du centre de recherche qui remonte à peu près à 2 ans et demi, qui s'appelle CR451, qui est un site, cr451.fr, c'est une étape importante pour nous, parce qu'il était temps qu'on complète le domaine de la formation par de la recherche appliquée. Et la recherche appliquée, qui n'est pas tout à fait classique, c'est-à-dire que je prends un seul exemple. Depuis 2 mois, on a rendu public un travail sur un indice pour identifier les risques de désindustrialisation et avec de l'analyse thématique sur les entreprises. Et l'objectif, c'est peut-être de faire aboutir un observatoire sur ce sujet-là, parce qu'il faut maintenant qu'on ait des instruments de suivi dans le temps réel de ce qui se passe pour aller à la fois vers le monde de l'entreprise, mais aussi vers le politique, puisqu'on va examiner des situations d'entreprise sur des territoires. Et j'ai bon espoir que, à travers les travaux du CR451, puisqu'on publie aussi des rapports, et les rapports sont dans le même esprit, c'est-à-dire comment essayer d'expliquer des situations sur lesquelles on ne travaille pas forcément. Donc la guerre économique dans le plastique, la guerre de l'information dans le plastique, on a sorti un rapport sur les PFAS, sur tous les confrontations informationnelles autour de ça, et petit à petit, en fait, ça nous fait discuter avec réellement les interlocuteurs qui sont sur le terrain, qui vivent tout ça, et je termine sur ce point, mais on a beaucoup travaillé sur les questions du monde agricole. Donc ça m'a amené à croiser des personnes de ce monde-là et qui ont des responsabilités. Et quand même, on voit au moins sur le plan de l'activité économique privée, dans les secteurs où il y a vraiment des menaces existentielles, on pourrait dire, un début de prise de conscience qui est encourageant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça, je crois que c'est très utile ce que vous êtes en train de faire, parce que quand tu regardes, on vient de vivre une domination en définitive qui explique une bonne partie de notre situation actuelle. On a été dominé depuis les années 80-90, on a été dominé par 2 théories qui se sont révélées mortifères pour notre pays. La première, c'est le keynésisme, l'économiste Keynes, qui a sorti ce qui maintenant se révèle une absurdité, parce que c'en est une, c'est de dire qu'on peut se développer économiquement par le déficit. On voit le résultat où ça nous a amené en France. Nous avons un ministère des Finances qui a été keynésien depuis 40 ans. Le résultat, regardez le déficit actuel de la France et la situation dans laquelle on se trouve. Et on a eu un deuxième qui a été la satanique, je dirais, et qui est venu là des États-Unis, parce qu'il faut bien, ça a été la création de valeur pour l'actionnaire. C'est-à-dire que, au lieu d'investir dans l'entreprise, je rebondis par rapport à ce que tu disais, au lieu d'investir dans l'entreprise, on dit non, il faut du profit pour l'actionnaire parce que c'est lui il a mis de l'argent, il faut que ça lui rapporte. Et oui, mais on condamne l'entreprise parce que si on ne fait pas les investissements nécessaires dans l'entreprise pour enrichir les actionnaires et les directeurs généraux et présidents, parce que l'inflation des salaires a été fascinante pour les présidents et les directeurs généraux depuis 20 ans. Un directeur général ou un président de société en France, d'une grosse société, gagnait en gros 200 000 euros par an, il y a 20 ans. Aujourd'hui, il en gagne plus de 2 millions. C'est pas logique. Parce qu'en réalité, cet argent, il est pris sur le fonctionnement. Ça a tué les capacités de développement dans toutes les entreprises, de tous les styles. Cette base de départ qui fait que si on est faux au départ, on a tout faux après. Si tu prends une mauvaise route, tu ne trouveras jamais le but que tu t'étais fixé. Et ce que tu dis est fondamental, parce qu'aujourd'hui, quand on prend la température des décideurs, le constat, c'est que c'est très très compliqué pour eux de faire abstraction de tout ce que tu viens de dire et de passer à autre chose. Mais oui. C'est-à-dire, il y a un problème de changement de logiciel, pour prendre un terme à la mode. C'est une lutte très difficile parce qu'en fait, on se heurte aux 2 mots contrôle et pouvoir, et verticalité et transversalité. Et ils veulent garder le contrôle à l'ancienne, et donc le pouvoir à l'ancienne, ce
Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas muter vers de nouveaux systèmes d'organisation liés au changement du monde et à ce qu'on va évoquer dans quelques secondes. Et d'autre part, ils restent dans la verticalité. Passer à des logiques de transversalité, pour eux, c'est une catastrophe. Et je vais prendre un exemple. Quand arrive, par exemple, l'intelligence artificielle, qui commence à secouer leur système, bien entendu, ils vont voir ça dans un souci de faire des économies, dans un souci d'aller vers des automatismes. Or, dans les travaux de recherche qu'on mène au CR 451, par exemple, mon adjoint Arnaud de Morny a fait un travail très très précis pour tester des systèmes payants d'intelligence artificielle. Et il a découvert quoi ? En fait, il a interrogé pour dire, voilà, je travaille sur quel sujet, j'ai publié ça, etc. Et j'aimerais savoir qui fait la même chose au niveau mondial. Et ChatGPT payant sort une réponse, un personnage, un docteur, quelque chose. Donc Arnaud, il est surpris parce qu'il ne le connaît pas. Donc nul n'est prophète en son pays. Donc il fait une recherche sur le docteur approfondie et il ne trouve rien. Et là, on découvre quoi ? Je vais à l'essentiel. ChatGPT a inventé un personnage. Inventé un personnage. Donc ça, c'est l'échec et mat sur la pertinence de l'intelligence artificielle. Absolument. Et quand on interroge le système pour dire mais pourquoi, etc., et c'est l'intelligence artificielle qui, entre guillemets, répond. Mais c'est pas grave, en fait. C'est-à-dire, c'est dans une espèce de dynamique créative. Alors, oui, attends, il faut faire attention. Si je peux t'interrompre une seconde, il faut faire attention parce que le même ChatGPT, ça, je te le garantis, ça a été vérifié par des amis aux États-Unis, donc c'est pas. Oui. Hein, c'est des études américaines de Stanford, hein, et qui ont montré que ChatGPT avait intégré dans ses logiciels, dans son système, hein, toute la théorie woke, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on ne dira pas et sur lesquelles on n'ira pas parce que ça ne correspond pas à la pensée woke. C'est dramatique parce que tu as tous les gens qui vont faire confiance à ChatGPT en disant bah c'est clair. Je parle ChatGPT mais les autres aussi. Oui, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Je suis pas en train de tirer sur ChatGPT. Bien sûr. Ils sont tous pareils. Ils sont tous en réalité influencés. Et donc, lorsqu'on se met entre leurs mains, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on va faire du raisonnement biaisé. Et ça, on va dériver. Et ça, c'est très grave. Et c'est un très grave parce que c'est un moyen d'influence, de détourner les gens, le système de pensée. Ça peut faire basculer même un pays. Et si les décideurs ne sont pas conscients de ça, exactement, et qui prennent ça comme une nouveauté, comme on a inventé l'ordinateur par rapport à la machine à écrire, ça va donner des résultats pas très positif. Non, mais c'est pour ça que c'est tout le problème. Mais il faut alerter les gens là-dessus, parce que l'IA est un formidable moyen, effectivement, tu gagnes un temps fou, tu fais beaucoup de choses. Bien sûr. Mais comme tu disais, d'un côté, les décideurs n'en comprennent pas l'utilisation, justement, pour se développer, pour croître, ils voient ça comme des moyens de réduction de coûts, ce qui est évidemment voir par le petit bout de la lorgnette la réalité de l'intelligence artificielle. Mais d'un autre côté, il faut faire attention aussi parce que ces outils, il faut s'en méfier. Il ne faut pas accorder une confiance totale. Donc les deux réunis, ça veut dire qu'il faut être sensibilisé, il faut se former, il faut se préparer. Et l'expertise humaine a encore beaucoup d'avenir devant elle. Absolument. Petit détail au passage. Ben oui, il faut arrêter de croire que tout est maintenant qu'on va faire un monde robotisé et tout. C'est pas vrai. Alors, le robot, il faut le concevoir, et celui qui le conçoit, c'est l'homme. Alors, donc, continuer dans nos discussions. Ce qui me frappe, moi, c'est que quand tu parlais, alors, je me souviens à l'époque, moi, je me souviens des débuts, je suis un vieux de la vieille maintenant, des débuts de cette affaire. Et ce qui était fascinant dans les premières publications qui avaient été faites par le GE, et surtout par Christian, c'était cette notion qu'il avait développée de dire sur les rapports de puissance en disant mais il faut bien comprendre que les États fonctionnent dans tous les domaines à partir de rapports de puissance. Alors, personne n'y croyait. Alors maintenant, avec Trump, je crois qu'on en a une véritable démonstration, là. Oui, et pour aller un peu plus loin sur ce que tu viens de dire, j'ai la chance d'avoir des étudiants qui sont brillants
Et un d'entre eux, Jules Basset, est en train de rédiger un livre sur un thème qui me tient à cœur et sur lequel je travaille moi-même depuis longtemps, qui est la problématique d'accroissement de puissance par l'économie. Qu'est-ce que c'est que cette expression ? Et je regardais hier une partie de son travail sur les États-Unis. Et en fait, là, je me rends compte que ce type de travail, c'est une grille de lecture qui permet de remonter à la naissance des États-Unis, de voir comment la jeune République américaine a dû se confronter à la Grande-Bretagne, mais pas simplement sur la fin de la guerre qui amène à l'indépendance, dès le départ sur des problèmes économiques. Et là, on va avoir deux tendances. Ça aussi, c'est passionnant. C'est de voir qu'il y a un débat entre un certain Hamilton et un autre qui s'appelle Jefferson. Et Hamilton, ça va être le partisan pour se réduire le plus possible la dépendance à l'égard de la Grande-Bretagne. Mot-clé. Pour une économie industrielle, pour une démarche protectionniste, pour une utilisation des taxes douanières sur un plan tactique subtil, une stabilité monétaire, bref, une utilisation de la fiscalité, etc. Et Jefferson, lui, c'est plutôt les États-Unis, le monde rural, les colons qui essaient d'exister. Et donc, il ne va pas dans cette direction. Il va dans la survie liée à l'exploitation de la terre. Et je ne vais pas rentrer dans toute l'explication, mais ça nous amène tôt ou tard à la guerre de sécession avec les deux camps, le Nord et le Sud. Et en fait, le Nord, c'est la continuité de la démarche d'Hamilton, et le Sud, c'est Jefferson. On accepte de dépendre pour exporter nos matières premières, et c'est autre chose. Quand je lis ça, en creusant, c'est ce qu'a fait Basset, moi, ce qui m'a énormément intéressé, c'est de voir qu'au tout début de la création des États-Unis, il y a des démarches qu'on a qualifiées plus tard d'intelligence économique. C'est-à-dire comment aller chercher de la connaissance ailleurs, comment créer des outils pour booster un début de système, comment focaliser des enjeux stratégiques, par exemple les transports ferroviaires, puis l'acier, puis le pétrole. Alors, l'acier, c'est l'US Steel. Le pétrole, c'est la Standard Oil, etc. Et là, je vois apparaître subitement l'échafaudage de la construction d'une puissance qui vraiment est en filigrane dans la construction des États-Unis d'Amérique jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand je reviens vers la géographie économique, quand je reviens vers ce qu'on fait apprendre à nos étudiants qui veulent passer un concours administratif, par exemple, et que je vois leur poli, j'ai pas ça. J'ai une histoire lisse, très, très, très à côté de tous ces phénomènes. Et si je reviens à la notion d'accroissement de puissance par l'économie, tu parlais de Trump, mais effectivement, c'est une leçon de choses. C'est quand même son deuxième mandat, on l'a vu évoluer, et on voit comment il s'y prend. Et nous, on a l'impression parce que c'est quand même une traduction que je vois dans les médias français, certains d'entre eux, que c'est une sorte d'hurluberlu qui... on n'a rien compris, nous. Voilà, on ne veut pas voir les fondamentaux, et on ne veut pas voir les fondamentaux parce qu'on ne les apprend pas. Et c'est pour ça qu'il est urgent de changer notre logiciel dès l'amont, c'est-à-dire de commencer enfin à apprendre cette forme très particulière du développement de l'économie qui ne repose pas que sur la technologie, sur l'innovation, sur la concurrence, mais qui est la matrice de la puissance. Alors justement, moi je voulais, pour compléter, enfin très prétentieux, pas compléter, mais pour aller dans ton sens, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, moi je suis issu du monde du renseignement, c'est qu'aux États-Unis, ils ont développé, et ça s'explique avec ce que tu viens de dire, puisque dans chaque domaine, ils ont créé des monstres, et qui pour ça, ils avaient besoin d'informations surtout. Ils ont créé des services de renseignement très spécialisés, puisqu'il y en a un pour le commerce, il y en a un qui existe, il y en a sur les militaires, bien sûr, il y en a pour l'intérieur, il y en a pour les affaires. En réalité, ils ont une douzaine, 14 même, je crois, si je me souviens bien maintenant,
services de renseignement différents, plus ceux qu'on ne connaît pas dans les entreprises, parce que les grands groupes ont tous des services propres de renseignement, on s'aperçoit qu'en définitive, dans cette affaire-là, le renseignement est une des clés. C'est parce qu'ils collectent un maximum d'informations, ensuite ils en font les synthèses et ils arrivent à décider ensuite d'avancer dans un certain nombre de cas. Il y a une chose qui m'a frappé récemment, hein, c'est tous les articles. Maintenant on dit, bon, c'est un hurluberlu, c'est un excité, mais alors maintenant on dit en plus il faut rien, il est toujours au golf. Hein, il joue au golf. Alors là, vous vous rendez compte, il joue au golf. Bon. Alors qu'en France, par exemple, si vous voulez être un haut fonctionnaire digne de ce nom, vous n'arrivez pas le matin à 8h ou 9h, ça c'est réservé aux ingénieurs, aux ouvriers. On arrive à 10h du matin au bureau, on repart à 8h du soir, hein, pour montrer qu'on travaille. Bon. Aux États-Unis, quand on voit les deux présidents qui auront le plus marqué, je dirais, Reagan, qui à l'époque a changé les choses et qui est maintenant reconnu comme le meilleur président des États-Unis qu'on ait eu depuis la guerre, et Trump. Tous les deux, ils ont une spécialité, ils jouent au golf tous les jours. Et la question, c'est, est-ce que quand on est un chef, il faut tout faire ou faire croire qu'on fait tout? Ou est-ce que quand on est un chef, il ne faut pas prendre du recul tous les jours pour réfléchir? La réponse est dans la question. Ben oui, non, exactement. C'est exactement ça. Oui, c'est à l'opposé de l'hurluberlu qui est un abruti, qui passe. C'est absolument le contraire. Ça me rappelle une remarque du général de Marolles que tu as connu. Hein, que j'appréciais beaucoup. Voilà. Le meilleur officier de renseignement français qu'on ait eu depuis la guerre, tu le sais bien. Exactement. Et qui me disait un jour, mais un vrai chef, un vrai stratège, il doit prendre le temps de la réflexion. Et il doit prendre le temps de la réflexion dans sa manière de vivre et de travailler. Et ne pas être le touche-à-tout qui veut apparaître comme celui qui est derrière toute décision. Un peu à l'image de quelqu'un qui dirige la France actuellement. Non, c'est tout le contraire, justement. Exactement. C'est réfléchir et ensuite faire appliquer sa réflexion. Ça veut dire que les gens adhèrent à la réflexion, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Donc, moi, je te rejoins complètement là-dessus. Mais pour faire adhérer les gens à la réflexion, il faut leur donner des objectifs crédibles et s'y tenir. Exactement. Parce que tu crées l'espérance et la volonté d'y arriver à partir du moment où, quand tu progresses vers un objectif, à chaque étape, tu t'en dis, mais c'est vrai, on a avancé. Donc, on peut y arriver, donc on va y aller. Et ça crée une motivation. Et il faut savoir s'entourer. Si on prend par exemple le général de Gaulle, il savait s'entourer. Aujourd'hui, on a un entourage qui mérite... Vous savez qu'on disait hier, avec des amis, on en parlait de ça, on en parlait hier, et on disait que le problème, quand on regarde le général de Gaulle, la création des gouvernements du général de Gaulle en 58. 58, c'était une époque, la France était encore plus mal qu'aujourd'hui. Hein. Or, ce qui est fascinant, on est toujours dans notre sujet, hein, ce qui est fascinant, c'est qu'un an et demi après, la France, qui avait un déficit épouvantable, qui allait mal, la France était redressée. Elle commençait à lancer ses grands projets qui l'ont fait vivre pendant 30 ans. Mais qu'est-ce qu'il y avait de Gaulle, certes, mais il avait tous les ministres clés. Alors, ce qu'on appelle maintenant un peu les ministères régaliens, tous les ministres clés, c'était pas des fonctionnaires, des politiques qui changeaient de ministère tous les 3 mois. Ce n'étaient que des experts, et de très haut niveau. C'était vraiment des gens respectés dans le domaine. C'était un vrai diplomate, un vrai financier. REF était un sacré financier, un économiste. Ils étaient tous des gens qui étaient au-dessus du lot. Qui avaient une histoire longue, en plus. Et oui, en plus, qui avaient fait leurs preuves, y compris pendant la guerre. Donc, en plus, qui avaient montré qu'une chose essentielle dans le monde d'aujourd'hui, ils avaient du courage. Exactement. Et c'était l'époque du plan calcul, mais de tout. Mais ils ont tout là, créé. Des gens, le nucléaire, le TGV, le plan calcul, le spatial, toute l'aéronautique, tout a été lancé à ce moment-là. Il avait en tête la notion de puissance par rapport à l'économie. C'est-à-dire que De Gaulle, c'est la manifestation de la notion de puissance. Voilà, c'était pas simplement la modernité pour suivre une sorte de courant venant des États-Unis, notamment. Il l'avait. Et ce qui nous manque aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de changer le logiciel en termes de formation des élites. Il y a une autre dimension, parce que tu l'as abordé en parlant de courage, c'est le combat.
Oui. C'est-à-dire, on a un problème vraiment très très important dans notre pays, c'est que le mot combat, ça ne veut pas dire la horde sauvage qui fait de mal à tout le monde. Non, c'est comment je combats pour atteindre un objectif. Exactement. Et cet apprentissage du combat, en tout cas nous, très modeste structure, l'objectif de l'EGE à l'horizon 3-4 ans, c'est de devenir l'école où on va apprendre le combat économique et surtout informationnel. Parce que le drame de notre pays actuel, c'est quand, et tu es 1000 fois mieux placé que moi pour le constater, chez les militaires, parler de la guerre économique, c'est pas quelque chose de fondamental. Non. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Si on mettait dans une assemblée tous les chefs de corps des régiments d'élite de l'armée française et qu'on leur dise quelle importance attribuez-vous à la notion de guerre économique dans la conduite globale d'une guerre et aussi à tous les éléments hybrides. Donc là, on va vers le combat, la guerre de l'information, etc. Ouais. Et ben la réponse, je pense, elle déconcerterait beaucoup de monde parce qu'ils ne s'intéressent pas à ça. Ce combat-là, pour eux, c'est pas le combat noble, létal des armes. Ce dont vous parliez. Et tout à fait. Quand tu parles de guerre hybride, parce que on parle de guerre économique et on parle aussi de guerre hybride, mais en réalité, bien sûr, le militaire est important. C'est la continuation, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, comme disait Clausewitz. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'économique, il y a le politique, mais il y a tout le reste. Il y a les valeurs, il y a tout un ensemble. C'est ça la guerre hybride. Il faut être capable de répondre à quantité de problématiques et en même temps aujourd'hui. Donc il y a une véritable révolution à faire. Exactement, parce c'est que une véritable révolution. Je dis pas on ça l'a pour pas et on ne l'enseigne pas. Voilà, je ne dis pas ça pour tourner le dos aux militaires, hein. Bien au contraire. Au contraire, parce que la première population qui est la plus réceptive au beau combat, sont eux. Donc il y a vraiment urgence, et j'ai pas une baguette magique pour trouver la solution comme ça, mais je sais que du côté de l'armée, il y a des personnes qui ont compris ça, qui commencent à établir des passerelles, etc. Et tant mieux, mais il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite et surtout, tu parlais de guerre hybride, il faut expliquer qu'aujourd'hui, un militaire, il va combattre avec des armes, mais il va aussi prendre en compte d'autres formes de combat, et il va falloir croiser tout ça. Et là, on revient notamment sur le renseignement, que tu as bien connu. Il est temps aussi, je pense, ça c'est un avis personnel, mais de rentrer la dimension combat dans le monde du renseignement. C'est-à-dire, on ne va pas simplement chercher de l'information pour alerter l'autorité politique, on combat des adversaires. Et combattre des adversaires par le biais du renseignement économique, mais pas seulement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout à fait. Là, je te laisse parler parce que c'est ton domaine. Tout à fait ton point de vue, parce que dans le renseignement comme ailleurs, actuellement, quelles que soient les modifications, les évolutions que nous avons, et comme dans l'armée, on a une guerre de retard. Et oui. Si on parlait purement militaire, je te dirais que la guerre en Ukraine, la première révélation de la guerre en Ukraine, c'est qu'on ne fait plus la guerre comme avant. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, on nous disait les chars russes vont dévaler dans la trouée de Fulda pour aller en Allemagne, pour aller vers la France. On se croyait encore en 40 avec Guderian, on avait déjà une guerre de retard. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, on te dit, avec les défenses qui ont été faites anti-chars, les types, ils passent avec des motos, avec des motos, à 2 par moto, ils passent et ils attaquent en face. Et puis et ils sont poursuivis par des drones qui les abattent avec des grenades qu'on leur tire depuis des drones. Et c'est plus du tout la guerre de fantassins qu'on a connue, c'est plus la guerre des blindés qu'on a connue. Donc tout est changé. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Tu as tout à fait raison. Dans le renseignement, on est encore en train de jouer sur la réflexion sur des zones, on optimise les zones géographiques, en fait. Mais ce n'est pas le problème. Non. Il faut aller plus loin. Bien sûr. On est passé à autre chose. Et ce qui est terrible, c'est que dans tous les domaines, c'est pareil. Alors nos grands chefs d'entreprise, on le voit bien, la plupart d'entre eux, ils sont dépassés parce qu'ils sont convaincus d'avoir raison en appliquant des méthodes qui ont fait leurs preuves, mais qui ne marchent plus. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé.
Tu sais, en allant, alors on remonte beaucoup plus loin, comme tu faisais un peu tout à l'heure sur l'histoire de l'Amérique, mais le changement majeur que nous vivons aujourd'hui, qui est formidable, on en parle souvent dans notre émission, le fait que les Occidentaux sont en train de perdre pied par rapport aux autres. On a dominé le monde pendant 500 ans, on a imposé nos valeurs, on a imposé nos idées, on a imposé nos méthodes. Et puis maintenant, il y a d'autres pays qui émergent, qui sont de plus en plus importants, de plus en plus ensemble, avec une forme totalement différente de relation que la nôtre, et ils sont en train de gagner. Bon. Au lieu de rester sur des positions défensives, il serait peut-être temps de se dire, et si on regardait ce qu'ils font pour essayer de comprendre? Alors ça, c'est un point essentiel. Moi, je partage. C'est pas pour rien que j'ai le portrait d'un certain adjudant de la guerre d'Indochine qui récupérait le savoir Viet Minh pour l'appliquer et combattre Vandenberg. Vandenberg. C'est le personnage mythique qui, il y a déjà longtemps, était dans cet esprit. Mais combien l'ont-ils imité? C'est tout le problème. Et là, je crois que la révolution du renseignement dont tu parles, c'est qu'il va falloir un jour que des chefs dans ce monde-là appliquent la notion de combat dans l'enseignement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'il y a aussi la formation, il y a le concours de recrutement quand il existe, mais c'est pas pour dire à des gens, vous allez derrière forcément être un écran d'ordinateur pour faire des belles fiches de synthèse pour alerter l'autorité politique. Mesdames, messieurs, vous allez devoir prendre des risques. Le but n'est pas d'avoir une super prime quand, en fin de parcours de carrière, vous serez au sommet de la hiérarchie et de tout faire pour ne pas risquer de la perdre. Vous allez devoir servir de votre pays et vous allez peut-être perdre la vie en tant qu'agent de renseignement pour servir votre pays. Et l'élite du renseignement français, elle est là. C'est ceux qui sont prêts à perdre leur vie pour servir la France dans un combat pour le renseignement. C'est pas ceux qui sont prêts à faire carrière pour avoir une très bonne prime en fin de carrière, en évitant tous les obstacles possibles qui les empêcheront d'atteindre ce niveau. Pour moi, elle est là, la révolution. Et alors, je suis tout à fait dans ton sens, parce que quand c'est valable, et ce que tu viens de dire dans le domaine du renseignement, c'est valable dans quantité de domaines. Bien sûr. Les chefs d'entreprise, c'est pareil. Les entreprises, c'est la même chose. Tous les domaines d'activité, c'est la même chose. Il faut rebattre les cartes, il faut repenser. On est dans un autre monde, il faut repenser ça. Et il faut oublier le principe de précaution qui fait qu'on ne bouge pas parce qu'il y a un risque. C'est ça. Il faut bien comprendre que le monde du futur, le risque est une composante essentielle. Les jeunes le savent, parce que les jeunes, eux, le savent. Dans leur aspect tactile. Les jeunes le savent, mais même s'ils le savent, on leur dit pas officiellement. On leur donne pas les clés pour avancer. On reste avec notre principe de précaution, qui est la caractère. On est les seuls au monde à avoir voté un truc pareil. Ça, c'est invraisemblable. Puisque c'est la mort du développement, c'est la mort de la croissance. Bien sûr. Parce que s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de croissance. Alors, c'est l'état d'esprit un peu français, parce que dans l'univers anglo-saxon, eux, ils ont cet état d'esprit. Les Américains, on est en plein dedans. Mais bien Churchill, quand la Seconde Guerre mondiale, il y avait tout. Il y avait fortitude, il y avait la dimension économique, le pétrole. Tout à fait. Il avait une vision globale du problème mondial. Bon. Entre autres. Et nous, on n'a pas cette aspérité. Non, parce que je crois qu'on s'est beaucoup coupé les ailes dans la période 50, 60, 70 et arrivé aux années 80, il n'y avait plus beaucoup de plumes pour voler et il faut qu'on retrouve ça. Alors là, c'est une question qui est difficile, c'est-à-dire, ok, les jeunes ont conscience qu'ils vont vers un monde très compliqué, mais les amener à rentrer dans une posture de combat, au moins sur le plan psychologique, comment faire ? Là, le défi, il est énorme parce qu'il faut trouver les individus qui fassent passer ce message sans qu'ils passent pour des fous ou pour des gens qu'on ne veut surtout pas entendre parce qu'on n'a pas envie d'entendre ce discours. Et il y a là un défi à la fois politique, économique, au niveau des leaders, chefs d'entreprise, et aussi sociétal, où là, on est à la croisée des chemins. L'avenir de la France va se jouer, je pense, sur comment nous réapproprier une vision claire du combat qui ne soit pas fanatique, qui soit résolument
sage, mais qui n'écarte pas les risques, le courage et ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, il n'y a pas que la promotion dans la carrière, il y a aussi servir un pays. Et comme vous venez de le dire, aux États-Unis, c'est clair, en Chine, c'est clair, en Russie, c'est clair, et on pourrait faire la liste. Ah oui, mais tous les pays, les grands pays en développement ou qui se développent sont des pays dans lesquels le pays compte. Ce que disent toujours les patrons américains, les grands patrons américains, y compris les GAFA et autres, ils le disent tous, ils disent « Right or wrong, it's my country ». Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, c'est mon pays. C'est très clair. Ils sont profondément patriotes, alors que nous, oh là là, quelle horreur, parler de notre pays, c'est là, il faut surtout pas. Ah ben non, mais non, justement, il y a parce que ça véhicule des valeurs, un état d'esprit, des objectifs. On revient toujours à la même chose. Alors, il y a des sujets qui nous mettent ça sous les yeux aujourd'hui. Il y en a un, ça va être le sujet test, parce que peut-être qu'il faut un bouchon allumeur, comme on dit dans ton monde. C'est la guerre contre le narcotrafic. Oui, ça peut être un formidable moyen de L'État se régir. français ne peut pas perdre cette guerre. Exactement. Et ça ne va pas être simplement un jeu pacifique. Quand des grands avocats perdent leur âme en se faisant payer par des narcotrafiquants, Très cher. très cher, et qu'ils leur conseillent éventuellement de protester par rapport à leurs conditions de détention. C'est aberrant. Là, on a franchi ces grands avocats français ont franchi une ligne rouge. Ils ont décidé dans quel camp ils étaient. Mais c'est pas le camp de la France. C'est pas le camp de la protection de la population française. C'est le camp du mal, c'est le camp de l'économie criminelle, c'est le camp de l'affaiblissement et de la fragilisation des territoires. Et là, ni le Conseil constitutionnel, ni la Commission des droits de l'homme ou la Cour européenne des droits de l'homme n'auront, à un moment donné, la force de parole pour expliquer au peuple français qu'on ne peut pas lutter contre ça. Là, je le répète, l'État français doit vaincre le narcotrafic sur territoire français. Et c'est une guerre. Et ça, pour moi, c'est l'expérience test. Si l'État français se couche devant les grands avocats qui défendent ces narcotrafiquants, la conséquence va être réellement catastrophique. Alors, je vais tout à fait dans ton sens en ajoutant, si tu me permets, que les grands avocats, effectivement, il y a cette dérive qui est scandaleuse, il faut bien le dire, mais il y a une autre cible qui est malheureusement, jusqu'à maintenant, de quand on ne l'a pas vu beaucoup visée par l'État, ce sont les grands financiers du narcotrafic, parce qu'ils sont très haut placés dans la société française, et que j'attends personnellement avec impatience qu'il y en ait quelques-uns qui tombent. Tu te souviens de ce que disait l'amiral Lacoste, oui, l'amiral Lacoste, fin des années 90, exactement, parce que il présentait déjà ça. C'est pas d'aujourd'hui, on en parlait déjà il y a 30 ans. Mais oui. Et ça s'est dégradé depuis dans tous les sens. C'est l'autre versant du problème. Il y a une permissivité aujourd'hui qui fait que, ah ben non, on peut pas condamner ça ou ça. Et non. Comme tu l'as dit, on est en guerre. En guerre, c'est pas une question de dire le bien ou le mal. C'est il y a nous et l'ennemi. C'est pas du tout la même chose. Mais on peut prendre comme exemple, encore une fois, le président Trump, qui a mis la Navy au large du Venezuela et qui a déjà tapé les bateaux des narcotrafiquants. Ah oui, exactement. Oui, pas simplement pour arrêter le moteur. Oui, mais parce qu'on est en guerre. Totale. Mais quand on est en guerre, quand on est en guerre, on emploie des moyens de guerre. Bien sûr. Hein ? Bien sûr. Effectivement, quand on dit alors sur comment, il y a 11 narcotrafiquants qui ont été tués parce qu'ils ont tiré sur un bateau, les Américains ont tiré sur un bateau. En temps de guerre, si vous tirez sur un char ennemi, vous vous préoccupez pas de savoir si à l'intérieur il y a 2 ou 3 malheureux qui vont y laisser la peau. Le problème n'est pas là, on est en guerre. Et ben là, c'est la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais seulement, pour ça, il faut du courage, il faut de la volonté, et puis il faut dire les choses en face. Il faut expliquer que c'est très grave.
Oui, ce qu'on ne fait pas encore. Et il faut cesser et il faut arrêter de faire cette manie que nous avons dans nos pays, c'est-à-dire de s'intéresser qu'aux petits problèmes minuscules, Oui. le petit dealer du quartier qui va vendre 3 petites doses. Bon, c'est pas bien, mais c'est pas lui la clé. Même s'il faut le punir aussi, hein. Il faut l'arrêter, il faut arrêter la consommation. Il y a la consommation de drogue, il faut l'arrêter. Hein. Les gens qui la vendent, il faut les poursuivre. Mais il faut poursuivre aussi ceux qui la fournissent, il faut poursuivre ceux qui la financent, il faut poursuivre tout. Et là, il faut y aller de bon cœur, parce que on a des moyens, des pressions en face de nous considérables. Il n'y a pas que les avocats qui dérivent. Oui, bien sûr. C'est beaucoup on sait plus très global. bien que dans tous les domaines, il y a la corruption est aussi un des moyens majeurs des criminels. Eh oui. Hein, et la corruption, elle existe. Il faut arrêter de croire que la corruption, il n'y a qu'en Ukraine ou ailleurs. Non. Elle est là. La France, elle n'est pas blanche, hein, loin de là. Ah ben écoute, c'est passionnant tout ça. On pourrait d'ailleurs en parler pendant des heures avec Oui, toi. c'est Mais sûr. ce qui est bien, c'est parce que toi, tu fais partie de ceux qui ont une histoire de tout ça, parce que tu travailles là-dessus depuis longtemps. Et moi, je pense que cette émission fera réfléchir, parce que c'est bien le but, hein, fera réfléchir nos auditeurs sur des problèmes majeurs de la société moderne et qu'il faut commencer à prendre en compte. On est toujours en train de se plaindre, on est défaitiste, on dit tout va mal, on va couler. Non, c'est pas vrai. Hein. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand De Gaulle a pris le pouvoir en 1958, la France était en catastrophe, à tout point de vue. C'était pire encore qu'aujourd'hui. Eh bien, en 1 an et demi, il l'avait redressé. Donc, c'est pas uniquement une question d'économie. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que l'économie. Il n'y a pas que l'économie. Il y a des valeurs, il y a de volonté, de courage et autres, mais il y a aussi des objectifs fermes qu'il faut fixer dans tous les domaines et sur lesquels il faut aller. L'économie est un élément essentiel, hein, ce que tu le disais, mais en réalité, il faut jouer sur tous les éléments qui constituent la puissance. On revient à ce que tu disais, et c'est là-dessus, et je te remercie, parce que tu mènes un combat formidable depuis fort longtemps. Et je me réjouis pour dire, à la fin, que ton centre de recherche, eh bien, il faut espérer qu'avec avec tes encouragements et toute ta direction, il va pouvoir justement commencer à mettre en place ou commencer à recommander, par exemple, un certain nombre d'indicateurs qui permettront de voir l'évolution nécessaire. Parce que pour que les Français croient en quelque chose, c'est-à-dire comme tout être humain, il faut qu'on leur montre l'évolution et une évolution positive pour que ça leur donne confiance et leur dire, oui, on avance et il faut y aller. Pour revenir à l'EGE, je voulais vous remercier parce que nous avons, grâce à vous, grâce à vos élèves, grâce à votre encadrement, on a fait sur Openbox TV un certain nombre d'émissions très intéressantes. Ouais. Ah oui. Une sur le nucléaire et l'influence, la guerre que nous ont menée les Allemands Et continue. pour détruire le nucléaire français. Et j'invite nos auditeurs à retourner sur cette émission. Elle est passionnante. Ouais. On a fait une émission aussi, grâce à votre école, sur les industries françaises, les fleurons français, les PME françaises, qui finalement étaient rachetées par des groupes a priori européens, mais finalement, derrière, il y a des multinationales financières américaines ou chinoises ou autres. Nos industries, nos PME se font piller. Que des sujets vraiment passionnants où on découvrait l'envers du décor. Et merci pour tout. C'est moi qui vous remercie. J'avais une petite dernière question. Le GE, c'est donc depuis plus de 25 ans. Oui, ça fait 29e année. Voilà, on va fêter bientôt les 30 ans. Oui. Et c'est combien d'élèves par an? À peu près 400. 400. Et qui ensuite trouvent du boulot. Oui, alors ça, c'est l'angoisse permanente. Le but, c'est qu'ils aient du travail. Non, c'est Charles Palavant qui gère tout l'aspect formation de cette école, veille au grain pour que ça soit le cas. C'est un combat permanent, aussi bien du stage jusqu'au travail en sortie d'école. Le GE a un réseau d'anciens élèves qui est un des plus performants de France. Ils s'entraident entre eux pour se placer partout. Hein. Alors ça, et ça aussi, ça fait partie de l'apprendre la notion de collectif. On est dans un pays qui est d'individualisme forcené, hein, et il faut qu'on comprenne que dans le monde moderne, avec l'environnement que nous avons, on ne peut gagner que par le collectif. Tous ensemble, on est plus fort que tout seul. Hein, on est d'accord. C'est une très belle conclusion. Eh bien, écoutez, voilà, nous avons fait un tour d'horizon
sur la situation de la France et dans le cadre d'une guerre économique de plus en plus dure en ce moment, avec d'un côté le président Trump, mais les Russes, les Chinois ne sont pas en reste, je crois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission sur Open Box TV, tous les vendredis à 17h sur YouTube. Merci et à bientôt. Au revoir.